Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Vincent Goudard, qui a une longue tradition avec le LAM et qui est là de nouveau pour un projet dont il va nous parler ce matin. Bonjour à tous. Il faut que je parle très fort. OK. Pourquoi j'ai pas de souris? Il faut que je dise j'ai compris sur ce bouton. Je parle très fort. Oui, je suis à nouveau là après quelques passages, là sur le projet Staccato qui a duré. Moi, j'ai travaillé dessus pendant la dernière année, mais il est un peu plus long que ça. Et dans les choses que j'ai développé un outil un peu générique que je voulais présenter ce matin. Et donc, le titre de cette présentation, c'est Structuring Your Max Patches with the MVC Package, qui est probablement le pire titre que j'aurais pu écrire pour attirer des gens à une présentation, je pense. Donc, et oui, au passage, je ne me suis pas présenté, donc je suis Vincent et je suis ingénieur, chercheur et aussi occasionnellement artiste et créateur d'instruments. C'est ça ma principale occupation dans la vie. Je crée des instruments pour moi, pour d'autres, pour divers contextes. Et c'est mon sujet de recherche. Donc, les outils que je développe vont dans l'idée de qu'est-ce que ça veut dire développer des instruments numériques, je précise, parce qu'il y a aussi d'autres sortes d'instruments qui sont étudiés dans ce labo. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la retransmission. Non, je voulais juste passer. Voilà. Donc, je me disais qu'il valait mieux que je change de titre et appeler ça comme ça. How to create and play digital musical instruments. Et c'est une petite contribution à cette vaste question, parce que s'il fallait faire un saxophone, ça serait beaucoup plus simple. Parce qu'un saxophone, on sait, ça peut être, il faut avoir le talent nécessaire, toutes les pièces, les compétences. De faire un saxophone, on sait où on va, c'est assez direct, on a une idée de ce qu'on veut faire à la fin. Donc c'est extrêmement facile de faire un saxophone, dis-je prétentieusement. Mais faire un instrument de musique numérique, c'est beaucoup plus compliqué pour la raison qu'on ne sait pas où on va en fait. Il n'y a pas de modèle d'instrument. En fait, ça ressemblerait plutôt à une famille d'instruments. Donc ça serait peut-être plus l'équivalent de dire je veux fabriquer un instrument à vent ou je veux fabriquer un instrument à cordes. Sauf que là encore, il y a une différence qui joue pas en la faveur des instruments numériques, qui est que sur les instruments à cordes, par exemple, il n'y a pas de mise à jour soudaine qui fait que le cordier n'est plus compatible avec toutes les cordes. Ça n'arrive pas. Alors, ça arrive dans les instruments numériques. Et il y a aussi une autre différence majeure qui est que les instruments acoustiques sont basés sur les lois de la physique qui sont assez stables dans le temps, alors que les lois des instruments numériques, c'est plutôt la programmation qui est plutôt les lois de la linguistique, ou en tout cas qui sont beaucoup moins stables dans le temps que les lois de la physique. Donc, ça ne facilite pas la fabrication de ces instruments. Et j'ai développé ce sujet un petit peu plus longuement dans une thèse que j'ai faite qui s'appelle Representation and Control, représentation et contrôle dans le design interactif des instruments de musique numérique, et dans lequel je explique un peu les différentes raisons qui font que l'éphémérité, on dit comme ça en français, des instruments et numériques est une partie vraiment constituante de leur nature, et pour le meilleur comme pour le pire. Il y a quand même du bon aussi dedans. Et donc, partant de ces caractéristiques-là, la question, c'est comment on fabrique ce genre d'instrument. Donc, heureusement, on a Max, que peut-être tout le monde connaît ici. Qui ne connaît pas Max dans la salle? Personne. Donc voilà, Max qui nous permet de fabriquer des instruments, qui est un outil vraiment tout à fait formidable, que j'adore. Et Max, pour citer Miller Pocket, qui est un des inventeurs de Max, c'est un outil qui sert à combiner alors, je vais dire en anglais parce que c'est écrit, sinon je vais traduire en même temps et ça va être terrible. It's a tool for combining pre-designed building blocks into configuration useful for real-time computer music performance. This includes a protocol for scheduling control and audio sample computation, an approach to modularization and component intercommunication, and a graphical representation and editor for patches. Et je disais que Puckett, c'est le principal inventeur de Max parce que en relisant un article de 1985, qui est le premier article dans lequel le mot Max apparaît, un article qui s'appelle Software Development for the 4X Real-Time System, qui a été écrit par, j'ai une slide qui le montre après, par Emmanuel Favreau, Michel Fingerlit, Olivier Coquelin, Patrick Potacek, Miller Pocket et Robert Rowe, des jolis noms qui ont collaboré à cet article.
et dans lequel le mot Max apparaît ici, qui n'était pas tout à fait la même chose que ce qui est maintenant Max, mais ce qui est vachement intéressant en relisant cet article, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, Max est apparu à un moment où il y a vraiment une convergence entre plein de travaux différents. La 4X de l'IRCAM, le Synthetic Performer de Barry Vercoe, Music N de Max Matthews, le Real-Time Scheduler RTSEC de Max Matthews, la 4X de Junio et d'autres, et j'en oublie. J'avais écrit le 4XY Compiler de Robert Froh et Olivier Coquelin, le Orphée Real-Time Monitor de Michel Fingerhut, le 4X Patch Language par Patrick Potacek, Emmanuel Favreau et Andrew Gerzo, le OEdit GUI System par Richard Steiger et Roger Hull, et Music 500 par Miller Pocket, qui était un peu un prédécesseur à l'interface de patching. Et encore, c'est quelques-unes des influences qui se sont un peu assemblées à ce moment-là pour donné lieu à la naissance de Max, et qui est apparu en 1985, c'est-à-dire la même année que Microsoft Word quand même. Et Max, c'est quand même, curieusement, le plus vieux programme, à ma connaissance, qui existe, qui est encore en activité, en vraie activité dans le monde du domaine audio. Même Pro Tools, ça date de 1989, et Max est toujours très actif, alors que d'autres programmes comme C-Sound, qui est toujours utilisable, mais qui est beaucoup moins actif que Max. Et ça n'a pas trop vieilli. Là, j'ai refait le même patch qu'il y avait dans l'article de 1988 qui présente Max. C'est toujours à peu près pareil, un outil, même s'il y a pas mal de choses qui se sont développées à côté. Mais la logique principale est restée la même. Et Max a souvent été critiqué pour son style de programmation pas très conventionnel et un peu hybride, et pour ses moindres performances par rapport à des langages compilés. Mais c'est un outil qui s'avère très populaire pour la raison qu'il répond de manière, à sa manière à un besoin qui est très présent quand on fabrique des instruments et pour la musique, qui est un besoin d'immédiateté et de simplicité pour aller des idées musicales aux idées à l'implémentation d'instruments. Puckett a écrit en 2002 un article qui s'appelle Max at 17, parce que Max avait 17 ans. Et l'article est très intéressant, mais j'ai juste relevé quelques petites phrases que je trouvais vraiment intéressantes sur Max, où il dit que le design de Max est vraiment orienté vers la simplicité et l'explicitation des choses, c'est-à-dire qu'il prétend qu'en voyant un patch Max, comme on l'a vu dans la photo précédente, on comprend tout de suite le patch, parce qu'on voit tout sur le patch. Que Max suit une métaphore du piano dans le sens que on décide ce qu'on veut déclencher sur les objets, c'est pas les objets qui demandent ce qu'ils veulent, ce qui, par rapport à la programmation de l'époque, n'était pas forcément une logique évidente en fait. Sur le fait que quand on démarre Max, on voit une page vide, que notamment on ne voit pas de portée, de signatures temporelles, et pas même de notes, de voix et de séquences instrumentales. C'est-à-dire qu'on part vraiment d'une page blanche, et notamment une des choses qui différencie Max de beaucoup d'autres logiciels audio, c'est qu'il n'y a pas de notion a priori de temps, de timeline. En fait. Max est plutôt dans l'idée qu'on va créer le temps, plutôt qu'un temps qui serait déjà écrit, et de manière linéaire en l'occurrence, qui n'est pas forcément le choix de toute une musique. Donc il y a l'idée que ça soit plutôt neutre en termes de ce qu'on va faire avec. Et il y a aussi deux choses intéressantes qui sont que l'informatique n'a jamais trouvé une manière de mesurer à quel point un programme était fun à utiliser. Et Max, c'est quelque chose de c'est très fun à utiliser. Enfin, moi, j'aime beaucoup, certains même pas, mais c'est un plaisir de travailler avec. Et il compare ça au plaisir de jouer d'un instrument de musique. On ne dit pas on peut dire en français peut-être qu'on va travailler son violon, mais on joue d'un instrument. Et cette part de jeu est quand même très présente dans le design de ce programme un peu bizarre, mais qui fonctionne aussi à travers cette interaction assez ludique. Et il prétend que, voilà, idéalement, il faudrait que ça se comporte entre les mains comme un instrument de musique, qu'on a juste à l'accorder et à le jouer. Bon, pas exactement ça, mais ça tend vers aller là-bas. Et il rappelle une chose importante, c'est que voilà, Max isn't about computer science, it's about computer music. So, le design derrière est vraiment orienté vers les musiciens, les compositeurs.
Et oui, et un autre truc qui est important dans la musique et dans l'art en particulier, c'est que par rapport à un design industriel où on peut avoir une tâche qu'on va résoudre, qu'on va implémenter et qu'on va compiler et on sait que ça va se faire d'une bonne manière. Dans la musique et dans l'art, on a besoin d'évaluer les résultats produits par nos programmes avec nos oreilles, avec notre perception, qu'elles soient auditives, visuelles. Et on ne sait pas si ce qu'on fait va être bien ou pas, ou valable ou pas, tant qu'on ne l'a pas évalué. Et pas simplement pour la création, mais par exemple, quand on fait des user studies, des études de perception, on a besoin aussi d'avoir ce côté évaluation par la perception humaine qui contient notamment des questions d'esthétique, de sensibilité, d'où cet intérêt pour avoir quelque chose qui soit très interactif pour permettre cette évaluation permanente dans le design de l'instrument. Donc ça, c'est tous les bons côtés de Max, mais aussi dans Max, je vais peut-être lire la phrase plutôt que de parler en même temps. Max n'est pas très bon pour la programmation de patchs complexes, pour la raison qu'il n'y a pas de namespace structuré et qu'on est dans un espace plat, comme ils l'appellent, one flight space, on part d'une page blanche et même si on peut encapsuler des patchs dans des sous-patchs, en termes de variables, ça reste quand même souvent le bazar. Mais que c'était un choix délibéré pour rendre ça accessible par rapport aux contraintes qui ont été évoquées avant. Et du coup, un des gros avantages qui ressort de Max, c'est que c'est les patch ports, qu'on appelle ça, les liens qui permettent de relier une boîte à l'autre et qui permettent de connecter n'importe quoi sur n'importe quoi, mais c'est aussi son gros désavantage. Parce que le fait de tirer des câbles, ça empêche le fait de modifier facilement, dynamiquement ces liens. Et je mets ce petit patch d'exemple d'une photo que j'avais trouvée sur le net. Je trouve que c'était marrant. Je pense que tous les gens qui ont déjà travaillé sur Max comprendront de quoi je parle. Il y a un petit commentaire qui dit cliquez quelques fois sur le même preset. Dès que les patchs deviennent complexes, c'est difficile à initialiser. Il y a des messages qui partent dans tous les sens. Et il faut cliquer 5-6 fois le init button pour que ça soit prêt et que ça fonctionne. Donc ça, c'est un des autres des inconvénients de Max. Et en 2002, c'est-à-dire la même année que Miller Pocket écrivait Max at 17, sort la spécification de OSC, Open Sound Control, qui est un protocole textuel qui peut être vu comme une sorte de successeur du MIDI, plus ouvert. C'est un Open-Ended Protocol qui est défini par une syntaxe de type URL, URI, URL. Donc c'est une syntaxe textuelle qui fonctionne assez bien avec Max, dans lequel on communique via des messages qui sont écrits dans des boîtes de messages. Donc OSC est ouvert, son espace d'adressage n'est pas limité comme MIDI. C'est très précis en termes de résolution de données et temporelle, il y a des time tags. Et c'est très flexible parce que notamment avec la syntaxe textuelle, on peut utiliser des mécanismes de pattern matching, c'est-à-dire filtrer des adresses, on va dire par exemple pitch étoile, et on va avoir toutes les variables qui correspondent au pitch, ce qui devient très pratique quand on a manipulé des données assez complexes, assez conséquentes. C'est une des choses que j'ai notamment utilisées derrière. Et OSC n'a pas eu beaucoup de succès en fait quand c'est sorti, et même aujourd'hui, ça reste pas trop utilisé. Le MIDI est quand même beaucoup plus populaire encore aujourd'hui. Mais c'est surtout dans Max, notamment, qui s'est développé OSC pour cette raison qu'on communique avec des messages textuels et que ça marchait assez bien avec ça. Et suite à OSC, est apparu en 2006 Jamoma. Et en fait, le package que j'ai designé, c'est vraiment la même chose que Jamoma. Alors, je ne dirai pas pourquoi j'ai refait ça, mais Jamoma utilise OSC, sépare le contrôle et la vue du processus lui-même, encapsule les process dans des modules avec des presets, permet de documenter un namespace avec des paramètres, des unités, des descriptions de ces paramètres, permet de communiquer en dehors de Max avec l'UDP et TCP. Et il y avait l'ébauche d'un protocole multicanal dans Max qui n'existait pas du tout à l'époque. Depuis, il y a MC qui est sorti dans Max qui implémente le multicanal, mais à l'époque, c'était un essai de multi-channel. Et on le voit un petit peu dans l'article, mais c'est pas très visible peut-être, mais Jamoma succède à
Plego, Jad, par Team Place, Midi Settlebox, par les gens de UBC, Framework par Liv Cutter-John, LOP par, je me souviens un peu son nom, Klaus Philippe, Take Movie par Tom Mays, que vous connaissez peut-être aussi, la MetaManette qui a été faite par Tusmut. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives avant Jamoma même, qui était en 2006, sur cette idée d'avoir des modules de plus haut niveau et plus organisés dans Max. Et ça, c'était avant. Mais après, il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu notamment le Odot de Max, et Mobu. Il y a eu Libocia qui reprend vraiment directement Jamoma et MVC que je montre aujourd'hui. Et Libocia, en fait, c'est Jamoma, et ce sont des externals compilés pour Max. Et ils ont cessé d'être maintenus en 2015-2016, je crois. Et du coup, comme toute personne les a maintenus, comme pas mal d'external dans Max, c'est mort et ça ne fonctionne plus. Dans les dernières versions de Max, ça ne fonctionne plus. Donc, Libocia, qui contient une partie des gens qui ont travaillé sur Jamoma, ont repris la chose. Et alors, vous m'aurez demandé, mais pourquoi tu as refait s'il y avait déjà Libocia? Et parce qu'il y avait un certain nombre de raisons à ça. Notamment le fait qu'au moment où j'ai commencé à développer ce projet-là, Libocia avait des bugs qui ne fonctionnaient pas très bien. Et aussi, j'ai développé MVC uniquement avec le langage de Max, qui, comme on l'a vu, n'est pas un langage de programmation. Mais j'ai quand même fait tout ça en Max pour la raison que ça ne mourra pas lors d'une mise à jour de système parce que ce n'est pas compilé. L'autre avantage, surtout, je trouve pour moi, c'est que c'est directement éditable de la même manière qu'on travaille dans Max. C'est-à-dire, si on veut ajouter des fonctionnalités, c'est directement accessible. Il n'y a pas besoin de télécharger un compilateur C++, d'installer les dépendances et tout ça. C'est directement pour n'importe qui utilise le package, explorable et documentable. Et donc, c'est plus interactif aussi dans la manière de participer au développement de tout ça. Et ouais, du coup, je trouvais ça marrant parce que Jamoma, l'article a été écrit en 2006 et maintenant on est en 2024. Ça fait 18 ans maintenant, 17 ans. Donc c'est un peu Jamoma à 17 ans. Et du coup, l'autre chose qui en ressort, c'est que si ça fait plus de 17 ans qu'il y a des gens qui essayent d'implémenter cette idée en refaisant ce que les autres ont déjà fait avant, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de valable derrière et que ça vaut le coup d'essayer de le poursuivre. Et du coup, ça, c'est les outils MVC que je vais présenter après plutôt sous une forme de démo dans Max. Mais pour les présenter succinctement, c'est assez simple. On a le MVC modèle qui implémente un modèle qui va pouvoir contenir des paramètres. Donc là, on a l'implémentation d'un filtre OnePole. Dans Max, normalement, on a juste cette petite number box. Et la question dans Max, c'est comment sauvegarder les configurations de cette petite number box, surtout quand on a tout ça dans son patch. Les différents mécanismes de match, dans Max, des objets preset, des objets pattern, mais bon, ils ont un certain nombre de limitations que vous verrez peut-être après. Et donc, la manière dont on procède, c'est qu'on déclare un MVC parameter, on lui donne le modèle auquel il doit s'attacher, le paramètre, comme ici, on peut lui donner une valeur par défaut, 440, là, les unités, Hertz, une description, tout ça c'est optionnel. Vous avez besoin de paramètres. Et tous les arguments sont optionnels et on peut définir un range en faisant que c'est entre 20 et 20 000, et cliquer sur les deux côtés pour pas qu'il y ait une telle séquence. Et après, le remote, c'est ce qui va servir à faire le contrôle et le monitoring, c'est-à-dire le C et le V de MVC, qui est le modèle view controller. Et du coup, les remotes, on peut en mettre autant qu'on veut, et elles vont toutes communiquer avec ce modèle-là. Et l'intérêt d'avoir ça dans Max, c'est notamment que autant quand on travaille sur le design d'instruments que quand on travaille. En fait, moi, j'ai toujours fabriqué des instruments, mais dans des contextes assez différents. Donc, des fois, c'était pour le spectacle vivant. Des fois, ça a été pour le musée, pour la Cité de la Science avec Boris. Récemment, ça a été pour une marque automobile suédoise, dont je ne peux pas citer le nom. Mais et à chaque fois, je fabriquais des instruments et c'est la même chose. Et on a souvent ce besoin de, selon le contexte, de montrer différentes choses. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'élaboration de son instrument, on a besoin de voir plein de paramètres, par exemple, au moment où on est dans le studio en train de travailler sur une chaise face à un ordinateur. Quand on est sur scène, on a besoin de voir juste quelques informations utiles parce qu'on a besoin que notre attention elle soit plutôt disponible pour les autres musiciens avec lesquels on joue.
ou le public. Et, en tout cas, c'est pas forcément l'idéal d'avoir regardé un écran sans arrêt quand on est en train de jouer de la musique. Il y a d'autres contextes où ça s'applique. Par exemple, si on fait une étude de perception, on a besoin peut-être de montrer juste certains paramètres à des utilisateurs qui vont se concentrer juste sur la différence entre deux paramètres. Peut-être montrer par exemple juste la partie preset et passer d'un preset à l'autre. Ou alors, dans un autre contexte dans lequel j'ai travaillé, c'était de faire des ateliers avec des enfants sur lesquels on a besoin des fois de faire des interfaces plus réduites, plus simplifiées, parce qu'on a moins de temps, par exemple, on travaille sur moins longtemps. Donc l'idée d'avoir des vues différentes qui s'adaptent au contexte dans lequel on travaille, ça a un intérêt qui s'applique à différents contextes. Et une autre petite chose qu'on voit aussi, donc c'est assez simple la manière dont ça fonctionne, mais pas trop simple parce qu'on peut utiliser du coup des mécanismes syntaxiques assez utiles comme le Brace Expansion Notation, qui est un truc qui vient de Shell, qui permet en fait, quand on écrit ça, en fait, là, il y a ici, c'est myfilter slash, donc c'est une adresse OSC, myfilter slash channel.one, entre accolades one.7, ça va générer derrière les adresses channel 1, channel 2, channel 3 jusqu'à 7. Et pour filter 1, barre verticale 4, barre verticale 7, ça va générer les adresses filter 1, filter 4, filter 7. Donc en fait, cette adresse assez compacte, elle permet de parler au filtre 1, à la fréquence sur les filtres 1, 4, 7, sur les canaux 1 à 7, d'un seul coup. Et ça, c'est dynamique, donc on peut vraiment parler à des groupes de paramètres dynamiques de manière assez compacte. Et de manière dynamique aussi, parce que ces messages, cette adresse-là, là, elle est dans un objet, mais on pourrait très bien lui dire, la spécifier via un message en disant address, c'est l'adresse, mettre cette adresse-là, et après parler à ces paramètres et changer ça dynamiquement. Ou on peut utiliser, comme je disais tout à l'heure, les wildcards, je mets juste des pitch avec des étoiles qui remplacent n'importe quelle suite de caractères. Ça va filtrer tous les paramètres qui contiennent le pitch. Et après, donc, je vais faire une petite démo, mais il y avait une autre phrase de Miller peut-être que je trouvais utile de mentionner, c'était peut-être que la transmissibilité des pratiques, des idées ne dépend pas de manière fondamentale sur la réutilisation du code, comme il est souvent prétendu dans le domaine informatique, et que la chose principale, c'est de maintenir une pratique. Je mets ça un petit peu pour justifier le fait d'avoir réimplémenté Libosia, qui a lui-même réimplémenté Javoma, qui a lui-même réimplémenté d'autres choses avant. On apprend toujours des choses en réinventant la roue, outre le fait que ça puisse être loin de réinventer la roue. Alors, ça. Donc un patchmark, ça commence comme ça. Et si par exemple on veut faire un... Bon, je ne vais pas refaire l'exemple que j'ai montré avant, je pense que tout le monde a compris. Il y a un truc que je n'ai pas montré dans la slide précédente, c'est que j'avais montré l'objet MVC parameter. Ah, c'était plutôt... Donc, il y a aussi une petite documentation qui fait que voilà, vous avez aussi des petites infos sur les arguments nécessaires, les attributs possibles. Les attributs possibles. Le clavier ne marche pas très bien. Donc, vous pouvez mettre une valeur par défaut, une description, un type, min, max, range, click, unit et options. Options, ça va être par exemple si votre paramètre, c'est le type d'un filtre. Le type d'un filtre ne pourra être que low pass, high pass, enfin, un certain nombre de types de filtres qui sont acceptés. Et si vous rentrez filtre tralala, il va être supprimé. Enfin, il ne va pas être pris en compte parce qu'il ne rentre pas dans la liste des filtres disponibles pour l'instant. Et il y a deux autres
deux autres variantes sur le paramètre qui sont le MVC state. Pas pratique d'écrire avec le truc dans le dos. Je vais me mettre en copie d'écran sinon. En copie d'écran. Ouais, en copie d'écran, ça sera plus simple. Moniteur. Et c'est où dans le moniteur? Je ne vois pas, c'est pas écrit. Copie d'écran. Ça ne m'apparaît plus. Enfin, je vais mettre de l'autre côté sinon. Je disais, il y a deux variantes qui sont MVC state et MVC message. Et le MVC state, c'est exactement la même chose que MVC parameter, sauf que l'état qui est contenu dans le state n'est pas sauvegardé dans les presets. Par exemple, si vous designez un petit lecteur audio, vous allez avoir un bouton play, stop, ça voulait peut-être enregistrer l'état du paramètre dans votre preset, mais peut-être que la position de la tête de lecture dans le fichier audio, vous voulez la récupérer pour que si vous ouvrez une GUI, vous voyez où vous en êtes, ça va récupérer cette valeur qui change dynamiquement, mais vous ne voulez pas forcément enregistrer la position de la tête de lecture dans le preset de votre lecteur audio. Vous voulez peut-être plutôt enregistrer quel fichier est en train de jouer, est-ce que je le transpose, est-ce que je le lis à la vitesse moitié, mais pas spécialement la position de la tête de lecture. Donc, dans ce genre de cas, on peut utiliser MVC state. Et MVC message, c'est la même chose que MVC state, sauf qu'il n'y a pas d'état. C'est-à-dire c'est juste une transmission d'un message. Typiquement, vous voulez faire un bouton rewind pour votre lecteur audio. C'est juste un message. Dans ce cas, vous pouvez utiliser MVC message. Et il fonctionnera de la même manière que MVC parameter pour tout le reste, c'est-à-dire avec la syntaxe qui utilise brace notation, etc., et que vous pouvez récupérer dans une GUI. C'est juste ça qui change. Pour montrer un exemple un peu plus avancé de ce qu'on peut faire. Là, on a par exemple l'objet qui s'appelle MC Cascade, qui est un objet dans Max. Il est à l'intérieur de ce patch. Et MC Cascade, alors MC, c'est l'acronyme dans Max pour multi-channel. Donc, c'est un objet qui prend du multi-channel en entrée. Et l'objet Cascade, c'est des filtres biquad, des filtres biquadratiques en parallèle. Donc, l'objet MC Cascade, en fait, il fait en parallèle du traitement multicanal en parallèle sur des filtres. Et si j'ouvre la GUI de cet objet, qui s'ouvre forcément... Ah oui, non, c'est pas le MC en fait que je vais faire juste... Voilà, c'est lui que je voulais. C'était pas la version MC. Donc là, on voit que c'est MC, parce que ces petits canaux bleus. Donc là, j'en vois deux canaux. Et si j'ouvre la GUI de ce modèle, on se rend compte de... Hop, qui sont à côté. On se rend compte qu'en fait, ce modèle MC Cascade, il consiste en l'imbrication de trois modèles. Et peut-être si je montrais directement à quoi ressemble le namespace d'un tel objet. Il y a un dictionnaire qui contient toutes les valeurs en permanence et là-dedans, on voit un petit peu l'organisation hiérarchique qui se passe. En fait, on a le top level modèle dans lequel qui va contenir MyFunky MC Cascade, qui est cet objet-là, qui ne contient en fait qu'un seul paramètre qui est le channel count. Je dirais un petit mot sur les autres paramètres qu'on a ici. Le seul paramètre que j'ai déclaré dans le MC Cascade, c'est celui-là, channel layout, qui va définir mon nombre de canaux. Et un sous-modèle, qui est un filtre pour un seul canal. Et ce sous-modèle ne contient lui-même qu'un seul paramètre, qui est
le nombre de filtres et un sous-modèle qui est un filtre unique qui contient donc fréquence, mode de filtre, résonance et gain. Et sur la gouaille, on s'en rend compte assez facilement. On a ces trois modèles imbriqués. Et ce qui est pratique, du coup, c'est par exemple que si je veux faire un filtre qui traite du surround, je peux choisir mon nombre de canaux. Je pourrais mettre jusqu'à 128, je crois, si je mets custom ici. Et là, je peux dire que pour le canal numéro 1, je voudrais, par exemple, 3 canaux. OK, ça a fait sauter Max. Ça, c'est l'effet démo. Jamais arrivé chez moi, et là, ça arrive. Ça doit être Zoom. Ah oui, Zoom prend beaucoup de ressources. Beaucoup d'applications derrière. Je ferme tout ça. Oh. OK. Bon, si ça plante sur ça, ça m'inquiète un peu pour la suite, parce que c'est normalement quelque chose d'assez indolore, là. Donc, je disais, si je mets 5 canaux, je peux décider sur le canal numéro 1 d'avoir 2 filtres que je vais mettre comme ça, et puis sur le canal numéro 3, d'avoir 3 filtres, et que mon premier filtre, ça soit un high pass, et que j'ai 2 autres filtres comme ça. Et l'espace de nommage derrière permet comme ça d'avoir du coup un arbre qui n'est pas forcément homogène. C'était une des raisons pour lesquelles je n'ai pas utilisé d'ailleurs Liboscia, c'est qu'on pouvait faire que si vous aviez 3 filtres sur le premier canal, vous aviez forcément 3 filtres sur les autres canaux. Et dans la pratique, ben, on peut vouloir créer un arbre comme ça qui n'est pas forcément symétrique de partout, mais typiquement dans ce cas concret, ça se présente qu'on peut vouloir 3 filtres sur le canal numéro 1, 7 filtres sur le canal numéro 1, 12 filtres sur le canal numéro 3 et un filtre sur le canal numéro 4, etc. Et donc, ça permet comme ça de parler. Donc, la syntaxe que je disais tout à l'heure, qui utilise le base notation expansion, elle permet, par exemple, je vais montrer comment ça s'applique. Si j'écris param, je vais parler au canaux 1 à 3, slash filter to, slash gain. Si j'envoie ça, ça va changer le gain sur le filtre 3 de mes canaux 1 à 3. Donc, si mon canal numéro 1 n'a pas de filtre 3, bah, ça va juste parler à personne. Et ce mécanisme-là, cette syntaxe, c'est ça qui est utilisé, par exemple, ici, je peux sélectionner mes filtres 1, 4, 6. Donc, j'ai ces bandes roses qui apparaissent pour dire, vous avez sélectionné différentes valeurs qui n'ont pas, différents paramètres qui n'ont pas tous la même valeur. Donc, ça m'indique ça. Donc là, tout ce que j'ai sélectionné a la même résonance, par exemple. Il y a différentes fréquences, différents modes de filtre. Et si je les change, que je veux que tous mes filtres soient des résonants, par exemple, ça va changer ça va changer sur le filtre 1 pour tous ces canaux, le type de mon filtre. Et ça, on peut l'utiliser aussi sur les presets. Donc, dans la petite... Ah oui, je parlais tout à l'heure, il y avait des paramètres que je n'avais pas montrés. En dehors du paramètre que j'avais déclaré, il y avait 3 paramètres qui étaient visibles dans le modèle. Et notamment, il y avait un paramètre on. Il est inclus en cadeau dans tous les modèles. Ce paramètre on. Et il a la particularité, je l'ai inclus parce que ça permet d'avoir une petite logique très pratique qui est que ça, c'est le paramètre on de mon modèle de plus haut niveau. Et si je le mets off, je désactive tout ce qui est en dessous.
Donc là, normalement, il y a un changement de couleur sur les autres qui ne se voit pas beaucoup. Donc c'est censé être un peu plus brun. Je pense que c'est le vidéoprojecteur qui fait que... Mais si je mets celui-là off, je désactive pour tous les canaux, pour tous les filtres. Si je mets off sur celui-là, je désactive tous les filtres de mon canal 1, mais pas les filtres qui sont sur mon canal 2, etc. Et les presets, c'est pareil, ça s'applique à un modèle ou à N modèles, N adresses de ce modèle. C'est-à-dire que si je sélectionne les canaux 1 et 3 et que je sélectionne un preset ici, bah, je rappelle un preset qui va appeler 10 filtres avec leur réglage de fréquence et tout ça. Et ça fait ça à la fois sur le canal 1 et sur le canal 3, mais pas sur le canal 2, etc. Donc cette logique de preset, on peut utiliser aussi cette syntaxe de Brace Notation Expansion. Et on peut faire un peu plus que ça. Alors, dans ce petit menu de preset, vous avez des trucs un peu classiques de sauver, sauver sous, renommer, etc. Reset to default, ça va rappeler les valeurs par défaut. Mais on peut faire des choses un peu plus marrantes que ça. Ça, c'est le genre de message qu'on peut envoyer. Déjà, tous ces messages, on y a accès via les menus, mais on y a accès de manière beaucoup plus ouverte via des messages. Donc, quand je fais preset et que je rappelle un preset, par exemple celui-là, c'est exactement la même chose que si j'avais envoyé le message preset recall surround EQ. Et ce qui est très pratique, du coup, c'est que ce nom de preset, ça devient une variable. C'est-à-dire, vous pourrez très bien avoir un capteur qui va à un moment décider qu'on rappelle tel preset. Ce n'est pas uniquement une chose accessible dans un menu fermé. Ça fait partie du langage qui permet de contrôler l'instrument. Une autre chose qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut on peut interpoler entre des presets. Alors, par contre, il faudrait que j'ai un preset, des mots presets, des autres presets pour pouvoir faire ça. Bon, je vais enregistrer celui-là. Je vais en faire une copie. Je vais appeler des mots preset. Et puis, on va le modifier un peu. Voilà, changer les cues, changer peut-être, par exemple, là, je peux tout sélectionner et puis dire que je veux moins de résonance pour tous mes filtres. Et ça va être... Donc là, il s'affiche en rouge au passage, parce que dans les paramètres internes qu'il y a aussi, il y a une paramètre caché edit flag qui fait que si les si les données sont différentes du preset, on voit qu'il a été modifié. Donc on est prévenu de ça par le fait que le preset est écrit en rouge. Voilà, c'est mon preset. Et du coup, après, je peux faire une interpolation de ce preset. Et tous les messages qui sont envoyés dans le manager de preset sont traités par queue, c'est-à-dire qu'ils sont traités dans l'ordre. Ce qui fait que je pourrais très bien, par exemple, dire, je pourrais très bien faire un truc comme ça où je vais avoir un compteur et donc il me sort un petit nombre et je vais formater un message, un nom de preset qui va être du coup la valeur.log et je dis preset save as $1. Normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, en écrivant, on peut peut-être ne pas le faire toutes les 10 millisecondes, mais par exemple toutes les 100 millisecondes. Et si je fais une interpolation, je vais avoir tous les presets qui ont été enregistrés avec
toute mon interpolation. Donc, ça peut servir aussi, en fait, c'est un petit peu peut-être un hack du système de preset, mais ça pourrait presque servir comme système de logage de données, par exemple. Si on a des données qui rentrent de capteurs temps réel et qui viennent modifier un filtre, et qu'on veut avoir le log de ça, on pourrait utiliser en fait le message save as pour loguer toutes ces données-là. Donc ça permet de faire ce genre de choses, quoi. Peut-être d'autres, je n'ai pas encore forcément exploré tout ce qu'on peut faire avec cette syntaxe, mais ça donne des choses marrantes comme ça. Et les... Ah oui, un autre truc utile, c'est que les wildcards, enfin la syntaxe de pattern matching, elle s'applique aux adresses. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec les remotes, mais elle s'applique aussi au nom de preset. Donc par exemple, là, si j'ai fait tous mes logs et que je veux les effacer, je pourrais faire preset delete log point étoile, c'est quelque chose comme ça. Et je vais peut-être rajouter j'ai la touche edit de mon clavier qui fonctionne plus, c'est pas très pratique. Je vais rajouter l'argument add_confirm 0, parce que là, il y en a tout plein. Sinon, il va me demander à chaque fois, voulez-vous être sûr d'effacer ce preset. Donc, si j'allais le faire 100 fois, je n'ai pas encore de bouton qui permet de faire cancel, stop, et qui les annule tous. Mais si je fais ça, normalement, ben, ah oui, parce que c'était pas log.étoile, c'était étoile.log. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah, je le fais comme ça. Avec le wildcard au début, je pense que c'est un bug du wildcard en début de syntaxe. Parce que si j'avais fait le log point quelque chose, je pense que ça aurait marché. Donc là, je découvre que c'est encore un peu frais, donc des fois, je découvre des petits problèmes. Dans l'ensemble, ça marche pas trop mal, mais c'est encore un peu frais. Ouais. Si aujourd'hui j'utilise pour ce genre de workflow, politique, preset, dans Max, et que je fais un petit et que j'ai pris une semaine pour les apprendre, pourquoi je passe ce workflow-là? Si tu as appris quoi? Ce que j'ai l'impression de voir, c'est un politique avec une UI et un set de presets, mais tout ça existe aujourd'hui dans Max. Et fonctionnalités pour un seul. Ma question, c'est quoi l'argument là-dessus qui fait que j'ai envie de passer à MVC? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bah, je suis pas sûr que ça existe dans Max, ou alors il faudrait qu'ils me disent. C'est-à-dire ce concept d'instance de la même chose à travers différents canaux et autres fonctionne. Tu peux mettre des UI qui sont invocables, un truc aussi propre que ça, mais tu peux le mettre dans des batchers, c'est vraiment puissant. Le concept de preset existe aussi. Tu peux les sauvegarder, les charger, les adresser aux différents canaux de politicité. Pourquoi je passe ça? Bah, les systèmes de presets, pour moi, sont beaucoup moins puissants dans Max que ça. Bah, je ne sais pas quel preset, parce qu'il y a l'objet preset, il y a le pattern, il y a les snapshots. Je parle de l'objet preset. Le petit preset avec les rectangles. Dans quel scénario, en gros, je prends mon stagiaire, je lui dis passe à MVC. Quand tu as un patch qui devient un peu complexe, ou que tu veux réutiliser des choses. Parce que une des choses pratiques, c'est du coup, quand tu as un modèle là, c'est une conséquence du découplage entre données et si je crée un bytecode, par exemple, oups, bytecode, je vais donc instancier sur MC Cascade Helper, et lui il va s'appeler myByteQuad. S'ouvre ici. Ici, tous les presets qui s'affichent ici, ça va être les mêmes que ici. Et si j'en crée un ici, il va être disponible ici, et vice-versa. Donc, il y a vraiment cette idée que tu récupères le modèle. C'est un modèle de type bytecode. Tu fais une sorte de wrapper autour de l'objet bytecode de Max qui permet de documenter ses paramètres et du coup, dans une GUI, de récupérer automatiquement parce que ça, en fait, le filter mode, filter frequency, c'est pas moi qui l'ai écrit à la main. C'est un objet mbc.gui.number auquel tu donnes l'adresse
Et comme tu as déclaré dans ton paramètre que c'était un paramètre qui était, dont le nom, la description, c'était filter frequency, les unités étaient hertz, que le clipping, c'était ça va directement clipper et ça va récupérer toutes ces données. Okay. Donc, en gros, c'est un moyen pour moi, avant que j'arrive à encapsuler ça sur quelque chose d'un peu plus facilement utilisable. Derrière, il y a juste à définir ces paramètres, enfin, définir les valeurs de ces paramètres qui peuvent être partagés par un modèle. Oui, Non, parce que ça, il y a clairement un overhead de complexité. D'accord, quand tu ouvres LDC. Ça dépend, c'est déjà si tu l'utilises en tant qu'utilisateur, auquel cas c'est plus simple à mon avis, parce que tu ouvres une GUI plutôt que si tu pars avec l'objet byquad, donc tu mets des nombres dessus, mais déjà tes nombres c'est des coefficients et tu n'as pas directement les données au niveau que sont la fréquence de filtre et tout ça, c'est les coefficients bruts, donc il y a une couche de user friendliness, on va dire. Et donc, moi, j'avais développé ça justement en fait pour des gens qui ne sont pas des maxeurs et pas forcément qui sont, par exemple, des sound designers, donc qui savent travailler dans live, qui savent utiliser ce genre de composants qu'on voit dans live, sauf avoir ça dans un environnement Max, c'est-à-dire avec toute l'ouverture que permet Max en termes de connexion à des interfaces particulières, à du réseau, à des protocoles comme OSC ou autres, à une port série, à tout ce que tu veux dans Max, des webcams, tout ce qu'on peut faire dans Max. Donc, derrière, ces paramètres sont un peu plus simples. Donc, ça, c'est une manière d'avoir du plus haut niveau. Mais après, par exemple, pour moi, quand je travaille sur le développement, tu peux vraiment partir de simplement un device et travailler comme on le fait dans Max quand on explore et qu'on met des objets, qu'on teste des choses. Puis quand ça commence à se cristalliser, tu dis, OK, ça, c'est un paramètre. Et je sais maintenant ce que c'est après avoir passé du temps à manipuler ces objets. Donc, ça te permet de le nommer. Et une fois que tu as quelque chose qui ressemble à un modèle, dire OK, donc ça, c'est un modèle en fait. Et je vais pouvoir créer une unité cohérente avec des presets que tu rappelles pour ce modèle. Et potentiellement, là, c'est un objet assez voilà. C'est l'obculation du MC Cascade. Mais par exemple, si tu veux faire un compresseur multibande, tu vas avoir dans un compresseur multibande à la fois un filtre séparateur de bandes pour lequel tu peux avoir un module qui sépare les bandes, un filtre compresseur qui va fonctionner que pour une seule bande, et ça va être juste ces objets que tu vas réutiliser et les mêmes GUI que tu vas réutiliser. Et tu n'auras pas besoin. Enfin, par exemple, pour le MC Cascade, c'est pas du tout pratique de s'adresser à un fil particulier, d'un canal particulier sans cette syntaxe-là, par exemple. Dans un collectif D, encore une fois, si, mais je comprends par rapport au côté visuel qui est agréable à utiliser pour le développement. Même adresser les différentes cascades que tu peux utiliser sans avoir un. Ouais, mais par exemple, si tu veux parler au troisième filtre, il faut que tu prévois le fait que les filtres sont groupés par 5. Donc, si tu veux contrôler le troisième filtre, tu vas devoir dire, OK, c'est uniquement les 5 valeurs qui sont là que je veux renvoyer. Enfin, c'est une question d'accès direct à ces valeurs-là. C'est toujours possible. J'ai rien inventé qui ne soit pas possible dans Max. Le but de ce package, c'est vraiment de comment faire en sorte que tu arrives le plus rapidement possible à être capable de justement faire du A/B switching si tu dois comparer des sons. Tu te dis, OK, je veux comparer pour des raisons artistiques ou perceptives. Tu veux comparer des sons et tu as 2 presets qui sont pratiques que tu peux rappeler depuis une voie séparée qui est prévue pour ça. D'avoir des choses comme ça un peu plus directes et de pouvoir assez facilement construire ce genre de module, quoi. La syntaxe, elle est relativement simple. Ah oui, un autre truc que je n'ai pas parlé par rapport aux mémoires aussi, c'est que là, les presets, ça fonctionne pour un modèle. Donc, ça fonctionne de manière hiérarchique aussi. Parce que quand même, ça paraît anodin, mais dans le genre d'éviter le problème que je disais tout à l'heure de ne pas appuyer 10 fois sur le bouton init, si je rappelle un preset comme Surround EQ, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois le faire dans l'ordre et en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que j'ai le paramètre nombre de canaux 5.1 surround là, qui est converti en du coup, 6 canaux, qui va formater cette adresse-là. Qui va dire à mon modèle, ton adresse, c'est channel 1.6. Donc les paramètres créent un espace de nommage de 1.6. Et après, en dessous, le paramètre nombre de filtres, lui, il va sortir. Alors en fait, dans l'objet paramètre, je ne vais pas présenter, il y a 3 outlets qui est la valeur,
L'index du paramètre, en fait, l'objet MVC parameter, ce n'est pas un seul paramètre, c'est un ensemble de paramètres cohérents. Donc là, en fait, j'ai 6 valeurs de filtre, parce qu'il y a la valeur de filtre pour le canal 1, valeur de filtre pour le canal 2, pour le canal 3, etc. Donc il va sortir dans l'ordre, une fois qu'il aura été instancié, tout ça, il va sortir les valeurs 1, valeur de filtre, nombre de filtres sur le canal 1, 2, nombre de filtres sur le canal 2, etc. Et tout ça, ça permet de formater l'adresse comme ça. Donc l'adresse de mon modèle de biquad en dessous, c'est un array qui va être filter 1.6 parce que sur le premier canal, j'ai 6 filtres, filter 1 parce que sur le deuxième canal, j'ai qu'un filtre, etc. Mais au final, derrière, c'est qu'un seul modèle. Je n'ai pas besoin d'instancier. Il y a aussi un gain de temps parce que tu pourrais mettre ces modèles dans des polys et puis instancier plein de voies de polys. Mais ça veut dire que tu dupliques tes objets que tu instancies dans Max et ça devient vite gourmand. Alors que là, c'est toujours le même modèle qui est à l'intérieur et c'est juste le système d'adresse qui est changé. Et là, du coup, le paramètre de fréquence, par exemple, bah lui, il va sortir 16 fois la fréquence. Il va la sortir 6 fois pour le canal 1, de 1 à 6. Après, l'adresse 7, ça va être pour le canal 2. Après, l'adresse 8, ça va être pour le canal 3. Là, tu vois. Pour moi, la seule. Je vois l'intérêt qui commence à prendre. Pour moi, le gros problème encore de la box, c'est même pour un maxeur, non, ça sent la mauvaise idée d'installer ça pour faire. Alors que je sais qu'il y a une très bonne raison architecturale derrière, mais telle qu'elle est mise sur le guide pour l'instant et qu'elle est présentée là, c'est. Je ne vois pas de quel usage où je me dis, je vais passer par un ces paramètres. De façon complètement honnête. C'est-à-dire que j'en ai vu des librairies compliquées, mais je me suis dit, elle va aller clairement là. Là, alors que je suis vraiment fan de ce genre de truc où architecturalement parlant, ça va me parler des paramètres partagés. Là, sauf pour les clients qui vont apprécier la chose, moi, ça me. Ouais, mais, moi, je l'ai fait notamment parce que ça existait déjà et que j'en avais l'usage, mais que ça ne marchait pas comme il faut. Donc, après, je ne dis pas que tout le monde en aura l'usage, mais moi, clairement, j'en ressentais le besoin. Moi, je suis vraiment dans ce cas, c'est-à-dire que moi, je me suis cassé les dents en essayant déjà comprendre comment les pixels, facteurs, ce truc-là fonctionnaient, à voir qu'il y avait des problèmes de cohérence en fait dans leur interface et d'essayer de faire des trucs. Moi, je crois que je ne réussissais pas à exclure certains, certains paramètres ouais. En tout cas, je me suis un peu cassé les dents et j'avais l'impression que je n'étais pas bien conçu en fait. Et moi, en voyant ça, justement, du coup, j'ai bricolé un truc qui faisait un peu une partie de ça, mais le plus moins bien. Et quand je vois ça, je me dis, j'aurais vraiment voulu avoir ça. Une gestion des facettes un peu propre. Ouais, avoir ça en fait. Il faut l'essayer, c'est l'adopter. Il y a juste un truc que je n'ai pas présenté aussi, qui est que là, je disais que les presets, ça rappelle un ensemble de données pour un modèle, du coup, de manière arborescente. C'est-à-dire que quand je rappelle. Un autre truc aussi, qui est important, l'idée de jamais perdre de données quand on a fait un réglage, c'est que si, par exemple, je crée mon My Surround EQ ici, avec, alors, je veux dire, sur mon filtre 3, là, euh, j'ai ces réglages-là et ça n'a pas été sauvé comme un preset. C'est quand même le preset de haut niveau n'enregistre pas que les presets des modèles en dessous. On pourrait faire ça, sauf que le problème, c'est que si ce même preset a été changé entre le moment où on a créé le preset de haut niveau et après, bah, ça ne marche plus, quoi. Enfin, on ne rappelle plus les mêmes données. Donc là, on est sûr que quand on rappelle Surround EQ, on rappelle bien les données du moment où on a enregistré, où on a créé ce preset Surround EQ. Et si c'était le cas, par exemple, si du coup, mettons que ça, je le. Ah bah mince. Si je sauve ces données-là comme un preset qui s'appellerait voilà là justement. Voilà. Du coup, Surround IQ a été modifié parce que cette variable de preset name a été modifiée. Donc, je sauve Surround IQ. Maintenant, mettons que ce paramètre tralala, qui est juste ce preset tralala, qui est juste dans mon bytecode, je le sauve.
Donc, si je reset tout sur default et que maintenant je rappelle surround the queue, il va m'afficher le fait que le nom du preset c'était tralala ici, mais par contre, il va me dire qu'il a été modifié parce que ça ne correspond pas à la valeur du preset tralala. Donc, ce genre de logique qui sont toujours un peu casse-tête quand on enregistre des presets sur plusieurs niveaux de hiérarchique, elle est prise en compte comme ça. Et il affichera aussi si, par exemple, le preset a disparu, parce que je peux très bien l'avoir effacé, par exemple, ce preset de plus bas niveau. Donc, il affichera aussi, ça sera notifié par une couleur dessus, il te marque le nom du preset qui était censé être appelé, il te rappelle bien les données, il te marque juste le nom du preset qui était censé être associé à ces données, mais il va te l'afficher de manière colorée pour te dire c'était censé être ce preset, sauf qu'il n'existe plus dans la liste des presets disponibles. Et ça, c'est une manière de s'assurer qu'on ne perd jamais des données parce qu'on a effacé un preset ou modifié un preset de plus bas niveau. On a toujours tout le namespace, même si c'est redondant, qui est enregistré au niveau du... Et un autre outil utile, c'est le fait d'enregistrer des valeurs de manière, comment on dit, sparse en anglais. Pas. Sporadique, exactement, de manière sporadique. Qui est l'objet snapshots. L'objet snapshot, donc là j'ai le même fil que tout à l'heure là. Et si j'ouvre, hop, et si j'ouvre ça, donc l'objet snapshot, alors il est un peu trop grand pour l'écran malheureusement, mais ici je vois tout le namespace actuellement disponible et je peux dire bah, je vais enregistrer un snapshot, donc c'est une sorte de preset mais sporadique, en disant je vais enregistrer que la valeur de filtre et le type de filtre. Et ça, je veux l'appeler type et fréquence. Hop. Et du coup, donc il nous les enregistre en l'occurrence avec les valeurs par défaut ici. Ça va peut-être mieux de changer ça. Donc, par exemple, si j'aurais mieux fait de dire j'ai enregistré iPass à 2375 Hz sur le canal 1. Bref, on peut trouver des meilleurs noms, mais là, c'est ce que ça sauve en l'occurrence. Et du coup, si je rappelle ça, donc si je change complètement toutes mes données ici, et que je rappelle ça, ça va uniquement changer. Bon, j'ai cassé mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai dû casser ce matin. J'ai fait un peu des merges ce matin parce que le repository sur Git était en privé. Et donc, j'ai fait des merges et maintenant c'est disponible. Mais je pense qu'en faisant les merges un peu rapidement ce matin, j'ai cassé les trucs. Mais l'idée là-dedans, c'est que tu rappelles justement uniquement ces deux paramètres. Donc, si tu as un patch avec plein de modules de partout et que tu veux juste rappeler un paramètre ici, un paramètre là, tu pourrais le faire en rappelant le preset de plus haut niveau, qui rappellerait tous les paramètres, mais ça serait beaucoup plus lourd. Et typiquement, dans une situation A/B switching, où tu veux comparer deux sons, par exemple, en changeant juste deux paramètres différents dans deux endroits du patch, ça serait pas très judicieux que le temps de rappel de preset, ça mette 10 secondes parce que tu rappelles tout plein de trucs dans tous les sens. Donc là, tu peux vraiment, comme une queue list un peu qu'on utilise souvent dans les conduites de théâtre, par exemple, où on va rappeler uniquement la différence par rapport à l'étape précédent. Et là, il y a un petit no missing parameters en bas qu'on ne voit pas bien, qui est parce que tu peux très bien, avec ce genre de configuration, dire que tu rappelles un queue qui va rappeler des fréquences sur des fils qui n'existent pas encore dans le namespace. Auquel cas, il te prévient, il te dit ces paramètres-là n'ont pas été rappelés parce qu'ils n'existent pas dans le namespace actuel. Et petit bonus aussi, qui est dans
toujours ce côté pratique d'avoir les brace notation et les wildcards. C'est qu'ici, si tu veux, par exemple, si tu as un patch très complexe avec plein de valeurs partout et que tu veux juste t'adresser aux fréquences, tu peux filtrer ici avec une recherche rapide et puis du coup, tu as juste ou tout ce qui concerne le canal 1. Il y aura uniquement ce qui concerne le canal 1. Donc, ça aussi, c'est pratique quand on se retrouve rapidement avec des patchs complexes dans lesquels tu as des centaines de paramètres, de pouvoir choisir uniquement ce que tu veux choisir là-dedans. Ah oui, non, parce qu'en fait, il y a deux repositories. Il y a le MVC, c'est uniquement modèle, paramètres, etc. Et il y a un autre repository qui s'appelle MVC Components, que je n'ai pas encore mis public parce que je n'ai pas encore fini de les porter. En fait, j'ai fait une grosse mise à jour avec Maxis là, parce qu'il y a de nouveaux trucs qui sont arrivés. Et donc, je ne pouvais pas le mettre en public jusqu'à maintenant. Mais là, maintenant, Maxis est sorti. Et je n'ai pas fini la mise à jour des composants. Mais ça va être très bientôt. Et du coup, oui, le MVC tout seul, c'est vraiment l'idée d'avoir juste le core, où tu as juste paramètres, modèles, states, messages. Et si tu as besoin de ça, parce que le wrapper autour du MVC Cascade, tu pourrais vouloir le faire autrement, tu vois. Donc, ça, j'ai fait, moi, une implémentation de tous les objets un peu de audio de Max, qui forment comme ça, c'est un peu ready-made, tu peux les utiliser. Mais j'ai mis ça dans un package séparé. Parce que l'aide, le point ici, il se fait souvent le ici, point ici. À chaque fois que j'ouvre un panneau d'aide, à chaque fois, il me dit pas les filles, pas les filles, pas les filles, pas les filles. Dans les aides de ce qui est dans le core. Ah, ok, il faut que je clean ça. Je sais pas, ça. Ouais. Au départ, c'était tout dans un seul repository, mais c'est pas forcément l'idéal d'avoir un package comme ça qui contient plein de trucs que tu veux pas. Donc, je me suis dit c'était mieux de séparer les deux et d'avoir que le core d'un côté si tu veux ça. Parce que du coup, tu peux l'utiliser aussi pour le processus vidéo ou autre que le son, quoi. Et au passage, oui, on parlait de Git, là, on s'était dit qu'il fallait peut-être en parler. J'ai vu qu'il y avait un guide sur SU, parce que là, c'est sur GitHub, copyright Microsoft, mais il y a un Git ASU, donc il peut y avoir une copie sur le Git SU. Je ne sais pas s'il est très utilisé ou pas, mais je l'ai découvert récemment. Il n'a pas beaucoup de publicité, mais il existe. Quelqu'un l'utilise? Il n'est pas bien référencé. Du coup, à chaque fois qu'on fait un projet, personne ne se trouvera en cherchant sur GitHub. Malheureusement, il peut y avoir un peu d'idée, et surtout des gens qui contribuent. C'est un peu la plateforme difficile à contourner. Là-dessus pour pouvoir contribuer. Marche. Il y a d'autres questions? Ouais. Alors non, c'est parce que là, j'ai fait une mise à jour qui utilise des objets qui sont sortis dans la nouvelle version, dans la dernière version de Max, dans Max 6. Bah, ils essaient de pas trop changer ce qui existe, mais là, ils en ont rajouté des nouveaux. C'est plutôt ça qui s'est passé. Il y a toute une série d'objets sur les arrays qui sont sortis, qui permettent de manipuler des... Max 8.6. Ah oui, pardon. 8.6 qui est sorti il y a une semaine, là, dans lequel ils ont rajouté ces objets. Et comme on manipule un petit peu des arrays dans ce qui se passe derrière, là, c'est pratique d'utiliser ça. Et du coup, ça serait vraiment si je choisis dans un match-up quelque chose. Bah,
Tout est éditable absolument. Il n'y a pas d'external compilé en fait. Si tu veux, toutes les fonctions qui se passent, donc le MVC device qui est le modèle de plus haut niveau, il fait à la fois modèle de plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a un MVC modèle dedans, et il est vu un peu comme ça par les autres composants, par les autres composants, mais il y a aussi tout un tas de, de fonctions qui permettent, il y a le preset manager, il y a ce qui permet de déclarer les paramètres, ce qui permet de faire le wildcard matching, etc. C'est tout dans le MVC device. C'est pour ça que c'est le premier objet nécessaire. En fait, quand on crée un MVC device, il va demander d'avoir un argument qui est son nom, snapshot helper, qui devient aussi le nom du modèle, du coup. Et il va demander à ce que le patch soit enregistré, parce que le MVC device, il enregistre les presets, donc il a besoin d'avoir un dossier et il va automatiquement créer un dossier data dans lequel il y aura un sous-dossier preset, dans lequel il peut y avoir aussi un sous-dossier sample, IR pour impulse responses. Ça, je ne sais pas encore si ça va forcément rester, mais il y avait ici, il y a par exemple, est-ce que je ne suis pas sûr qu'il soit déjà porté, mais dans le dossier samples, il charge directement ça au démarrage, le MVC device, et du coup, ils sont accessibles dans n'importe quel objet qui utiliserait des samples. Il y a cette liste de samples qui est disponible. Et j'avais fait ça pour samples, pour soundfile, qui sont les fichiers longs, et pour les impulse responses, pour la réponse impulsionnelle. Mais il pourrait y avoir potentiellement... je ne sais pas si ça doit rester dans le device, parce que potentiellement, on pourrait vouloir charger des images, des vidéos, des textures, ou plein d'autres choses dans Max, ou des fichiers de données. Donc ça, c'est difficile d'être générique là-dessus, parce que ça dépend du projet. Peut-être que ça va sortir du device, cette création, mais il y aura au moins les presets, quoi. Dans un modèle, Alors, c'est pas dans le modèle. Le modèle, il définit juste uniquement une arborescence de paramètres. Donc, tu attaches des paramètres, fréquences que tu veux à une idée abstraite d'un modèle qui est cet ensemble de paramètres que tu vas regrouper sous un type. Comme le modèle de type biquad, c'est un modèle qui contient un paramètre de fréquence, un paramètre de gain, un paramètre de résonance et un paramètre de type de fil. Et ça définit le modèle du biquad, mais ça ne définit pas, par exemple, son implémentation. Parce que ces paramètres, derrière, tu pourrais les faire aller dans l'objet biquad de Max, mais tu pourrais aussi faire ça dans le gène, ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là-dedans, tu vois, si j'ouvre ça, le modèle de mes biquad, l'objet qui fait la synthèse, la transformation audio n'est pas contenu dans mon wrapper du modèle. Ce qui permet, par exemple, d'implémenter de manière différente le biquad, mais ou de réutiliser, parce que ça, c'est typiquement l'exemple où ici, j'ai le modèle de biquad, et si je l'utilise dans l'objet MVC biquad, donc, qui est un module qui instancie le modèle et son implémentation de traitement du signal, ben, je ne vais pas utiliser forcément le même objet en dessous. Donc le modèle, il est vraiment séparé du traitement. Potentiellement, tu peux vouloir le mettre dans le même, hein. Ça reste assez flexible, j'aurais pu le désencapsuler, mais ça me permet d'avoir un truc que je réutilise directement, en fait. Donc c'est plus pratique pour ça, mais tu pourrais très bien avoir tout le modèle, les tripalaires à plat dans le patch de plus haut niveau. Et ça fonctionnera aussi. La seule chose qui définit la hiérarchie, c'est le fait que un modèle définisse dans sa définition qui est son modèle parent. Donc c'est comme ça que ça fait des nœuds d'un arbre qui se rattachent au nœud supérieur. Et tu as le nœud tout en haut qui est ton device, qui est le modèle tout en haut. Qui fait que, par exemple, le bouton On sur le device, il permet de désactiver d'un coup tous les composants du patch. Donc tous les composants sont des enfants du paramètre de plus haut niveau. Donc si tu fais un projet dans lequel tu as plein de fils, des compresseurs, des traitements vidéo, tout ça, et que tu veux tout désactiver, tu veux mettre ton patch off, tu cliques off sur ton modèle, et si tu as implémenté cette fonction off dans tes modules, ça va tous les désactiver. Ou les bypasser, par exemple. Sur un fil, ça bypass. Sur un type de synthèse, tu vas pouvoir dire que ton on, il arrête les notes MIDI. Enfin, tu peux implémenter ce que fait ton bouton on à chaque fois.
Ouais. Alors, là, ça ne charge pas des vidéos. En fait, c'est parce que dans la première implémentation que j'ai faite, il y avait une demande d'un besoin d'avoir des sons. Donc, j'avais fait un truc qui, au démarrage, charge des sons. Je ne sais même plus où c'est d'ailleurs. Sound buffers. Voilà. Ça va charger les sons qui sont dans le dossier sample dans ce polybuffer. Et après, les adresses de ce polybuffer, tu as des adresses, tu as des objets d'un peu plus haut niveau pour le. Enfin, après, il faut regarder dans des modèles, dans des composants qui utilisent ça pour voir comment c'est utilisé. Mais tu peux du coup accéder. L'idée, c'est à chaque fois, tu as un unique ID qui permet de se référer à ça. Donc là, en fait, ce polybuffer, il est dans Snapshot Helper, qui est le nom du device et qui est son identifiant unique. Donc, quand je suis dans un modèle, je connais mon adresse et je sais qu'à la racine de mon adresse, il y a l'identifiant unique de mon device. Et du coup, je peux, par ce biais-là, récupérer les samples. Et du coup, ne charger qu'une fois des samples qui sont utilisés dans plein de lecteurs audio différents dans mon patch. Je peux avoir 36 lecteurs audio, je n'ai pas besoin de charger les samples dans chacun de mes 36 buffers. Ils sont à un endroit et après, je les accède de là où je veux. C'est ça l'idée, quoi. Le device, là, pour l'instant, mais c'est ce que je disais qu'il vaudrait peut-être le coup de sortir du device, en fait. Parce que selon les types de projets, on peut vouloir des réponses fonctionnelles, des samples, des images, et peut-être que cette librairie devrait être séparée. Si je le fais, j'essaierai de faire en sorte que ça soit compatible, parce que l'idée, ça serait toujours que ça soit associé au device de plus haut niveau. Pour l'instant, c'est inclus dedans, mais bon. Tu pourrais ne pas vouloir charger de samples ou enfin, rendre ça un peu plus accessible en même temps. Ça reste relativement accessible dans le sens où le MVC device, tu peux l'ouvrir et chercher dedans. C'est tout du max, quoi. Donc, tu peux aller dedans. Il y a une différence que tu fais entre une réponse fonctionnelle et la science. C'est juste une différence dans la manière dont c'est considéré par ceux qui l'utilisent. Voilà. Oui, c'est des fichiers relief, des fichiers. Ouais. Ouais. C'est juste que dans les objets après qui chargent, en l'occurrence, il y avait des réponses impulsionnelles parce qu'il y avait un module que j'ai développé de traitement, de matrice de traitement de réponses impulsionnelles et tu ne vas pas forcément avoir tous tes samples, mais uniquement les réponses impulsionnelles qui s'affichent dans ton menu, quoi. Ça te permet. Voilà. Mais en soi, c'est des AIF et des waves. Et vous êtes bien entendu tous invités à l'utiliser et à faire les retours sur les critiques positives ou négatives éventuelles. La première, c'est tout le truc, c'est perdu. C'est pas par quoi commencer, tu fais un device, tu montes des petites machins. Mais justement, il te dit. Il y a pas mal des maxels qui se posent sur le paramètre vecteur, mais il n'est pas initialisé. Il n'est pas initialisé, tu changes de paramètre. Tout ce genre de commentaires sont extrêmement précieux. Donc, parce que tu vois, le petit pop-up qui sort, c'est justement là pour te guider, pour te dire, il faut sauver ton. Il n'est pas avoir l'overview, tu cherches l'overview, pas l'overview. En fait, il faudrait en 20 secondes que je bouge un truc, que ça t'appelle. La doc est un peu améliorée. Là, je me suis extrêmement, parce que c'est très compliqué dans Max, là où je me suis focalisé le plus, c'est la logique de synchronisation des événements. Dans quel ordre il faut faire les choses. Et toute la partie, le fait que tu puisses à n'importe quel moment de ton patch, de la vie de ton patch, enlever un paramètre, par exemple, ou rajouter un paramètre, et ça de manière dynamique avec un message qui vient d'un preset qui est rappelé. Du coup, l'ordre dans lequel tu fais les choses, je me suis pris la tête pendant des mois. Si quelqu'un ne connaît pas, c'est bizarre qu'il télécharge le truc, en 5 minutes, en général, quand tu utilises les tutoriels pendant 5 minutes et qu'il ne se passe rien, voilà, je mettrais soit un GIF qui m'explique une vidéo qui est clairement sur le guide, soit vraiment le premier fichier que j'ouvre, il se passe un peu, je comprends ce qui se passe. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que cette histoire de modèle view, machin. Notamment le package MVC Components qui montre des choses un peu ready-made comme le MVC Cascade, là. Je pense que c'est quelque part plus simple pour rentrer dedans que d'aller voir la doc du MVC Parameter. Parce que tu as directement un contexte où tu vois le truc en action et tu mets le play, tu ouvres la GUI, tu filtres, ça fonctionne. Et
Ça, tu sais, quand tu vas en avoir pour ton argent si tu galères pendant 30 minutes dessus. L'argent, Ton c'est argent. gratuit. Non, 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 tu vois, c'est un investissement. Ah ouais. Tu passes 4 heures sur ton truc, c'est pas gratuit. Non, ouais. Effectivement. Dans- Par rapport à dans- un autre banque où t'es Dans là, 2 t'es semaines payé. maxi, ça sera disponible. Mais là, c'était encore un peu Bon, ben merci Vincent. avec plaisir.